donc on va terminer la partie sur l'oscillateur harmonique quantique. On aurait dû finir la dernière fois, mais l'alarme incendie nous a un peu ralenti. Donc je vais finir ça, et puis on va commencer ensuite le cours sur l'intrication, qui va être un peu le cœur du programme, avec après des applications. Mais... Ok, donc la dernière fois, on avait résolu d'abord le spectre de l'oscillateur harmonique. Donc je rappelle le hamiltonien associé. On l'avait adimensionné en introduisant d'abord une échelle d'énergie h bar oméga à des fins pratiques. On avait introduit un P0 et un X0. Alors lui, c'était racine de mh bar oméga, c'est ça? Et lui, racine de h bar sur m oméga, c'est ça? Je crois. Oui, c'est ça. Et puis, donc, ça nous avait permis d'adimensionner l'impulsion et la position. Et on avait introduit donc, les fameux opérateurs d'échelle, extrêmement importants, A défini comme donc, ce X adimensionné, parce que ça c'est un truc sans dimension, c'est quelque chose de complètement générique. J'avais fait cette remarque qu'il y a un oscillateur harmonique, d'accord? C'est celui-là. Le seul paramètre, c'est sa masse, effectivement, et bien sûr sa fréquence propre. À part ça, c'est tous les mêmes. Donc ça, sur racine de 2, et puis l'opérateur d'échelle qui fait monter, celui-là fait descendre, celui-là fait monter dans les rangs d'énergie, si on veut dire, dans les états propres de l'énergie, simplement son adjoint, donc x tilde moins i p tilde sur racine de 2. On avait introduit aussi l'opérateur n défini comme a croix a. Ceux-là ne sont pas hermitiens, celui-là est hermitien, c'est une observable, a priori. Après, il faut voir si on est capable de fabriquer un instrument qui la mesure, mais enfin, c'est une grandeur physique en tout cas. Et on avait montré, simplement par les relations de commutation entre les A, les A croix, les N, et les A et les A croix, donc on avait vu, je vous rappelle, c'était peut-être pas dans ce sens-là, si c'était ça, on avait vu ça faisait moins A, ou c'était AN. Non, c'est ça, c'est NA, voilà. Ensuite, on avait N A croix qui valait plus A croix. Et de tout ça, on avait déduit, par les petits raisonnements que je ne reprends évidemment pas, que le spectre des valeurs propres de N, c'est tous les entiers. Et dans la mesure où, ayant introduit ceci, on peut réécrire H comme étant H bar oméga facteur de N plus 1,5, c'est-à-dire plus l'identité sur 2, ou 1,5 de l'identité, comme vous voulez. On en avait déduit que les valeurs propres de H, c'était tous les entiers, tous les nombres En indicés par les entiers, H bar oméga, facteur de N plus 1,5. Donc ça justifiait a posteriori le choix de la normalisation qu'on avait prise au départ. C'est-à-dire qu'effectivement, dès lors qu'on a un oscillateur harmonique, donc encore une fois, il n'y en a qu'un, dans différentes circonstances, différents contextes, mais enfin, ce qu'on appelle oscillateur harmonique, c'est ce hamiltonien. Il est caractérisé par une fréquence propre. Dès lors qu'on a cette fréquence propre, on a une échelle d'énergie qui fait partie du système. Cette échelle d'énergie, c'est h bar oméga, c'est l'écart entre deux valeurs propres du spectre de l'énergie. Et donc, les états propres de l'énergie, enfin les états propres, pardon, du système, pour la grandeur énergie, sont ordonnés
sur un axe d'énergie, vous avez l'énergie de l'état fondamental, E0, qui vaut, le plus petit possible, c'est quand n vaut 0, donc ça c'est pour tous les n entiers. Donc c'est 1,5 de h bar oméga. Et puis ensuite, l'énergie suivante, c'est E1, 3,5 de h bar oméga, puis E2, etc., 5,5 de h bar oméga. Et donc, il y a tous les niveaux d'énergie. Alors, les niveaux d'énergie sont discrets. Ils sont tous séparés par la même grandeur h bar oméga. Enfin, delta E entre un niveau et un autre, c'est h bar oméga. Donc, ça vous rappelle évidemment le photon, l'énergie du photon de pulsation oméga, ou h nu, c'est pareil, h bar oméga ou h nu, c'est pareil. Et donc, ça, c'est ça, l'oscillateur harmonique. Le simple fait d'avoir un Hamiltonien qui s'écrit comme ça impose que les énergies propres, on ne peut avoir d'énergie bien définie que celle-là. Tous les En, h bar oméga, facteur de n plus 1. Oui? Pardon? Eh bien, c'est l'échelle d'énergie, en fait, naturelle de cet oscillateur harmonique. Il se trouve, voilà, c'est le delta E. Enfin, oui, je l'avais appelé E0. Enfin, c'est une échelle d'énergie qui dépend de l'oscillateur harmonique, de la pulsation. Et c'est effectivement l'écart entre deux niveaux d'énergie consécutifs. Voilà. Donc, l'énergie est quantifiée. Les énergies... Donc, on ne peut avoir d'énergie bien définie que ces valeurs-là. Et l'écart entre deux consécutifs, c'est h bar oméga. Donc, c'est un résultat très fort. Et l'autre résultat qu'on avait commencé à commenter, c'est que l'énergie du niveau fondamental n'est pas zéro. Vous ne pouvez pas avoir zéro énergie dans un oscillateur harmonique. Ce qui est évidemment très différent de la situation classique, où si vous avez un ressort, avec une masse m au bout et un ressort de raideur k, donc caractérisé par une pulsation racine de k sur m, une fréquence propre racine du k sur m, vous pouvez avoir cet oscillateur harmonique au repos. Il suffit de mettre la masse à la position d'équilibre, donc sans extension du ressort, vous la posez, elle y reste. Et il n'y a pas d'énergie, puisque l'énergie potentielle 1,5 de MV2, de M oméga x2, pardon, et l'énergie cinétique 1,5 de MV2 sont toutes les deux nulles, et voilà, il ne se passe rien, c'est des positions de repos, il n'y a pas d'énergie. Enfin, en prenant comme, évidemment, l'énergie potentielle définie à une constante près. Donc, si je prends 0 au minimum du puits de potentiel, il n'y a pas d'énergie. Là aussi, j'ai pris 0 au minimum. Je peux rajouter V0 si vous voulez. Enfin, et à ce moment-là, ça décale tout de V0. Ça reste défini à une constante près. Mais le point clé, c'est que vous ne pouvez pas être au fond du puits et au repos. Parce que ça voudrait dire que vous êtes localisé à une précision infinie et à une vitesse également localisée à une précision infinie, ce qui n'est évidemment pas possible en physique quantique. Donc on avait commencé à commenter ça, et on avait représenté en fait dans l'espace des phases ce à quoi correspondait l'état fondamental. Donc, parce qu'on avait fait plus que ça, on avait déterminé la fonction d'onde de l'état fondamental. Comment est caractérisée cette fonction d'onde? Eh bien, par sa propriété, donc si je la note 0, du coup, en fait, j'avais défini la base de Fock, vous vous rappelez? Justement, avec l'ensemble des états que j'avais notés petit n, pour tous les n, que j'avais choisi comme étant orthonormés, et en prenant pour chaque niveau d'énergie un représentant de sous-espace propre. D'accord? Et on les avait normés, et on avait vu, avant, dernier rappel, que ces sous-espaces propres sont non dégénérés. Donc, effectivement, j'en prends un, et il n'y en a pas d'autres. Enfin, ils sont tous multiples de celui-là. Et je les avais définis de telle sorte que... Alors, le 0, donc, c'était celui qui est défini par ceci. Si je lui applique A, ça fait 0. Effectivement, je ne peux pas descendre d'un cran, il n'y a rien plus bas. Donc, c'est ça, en fait, qui caractérise l'état fondamental. C'est que quand on lui applique A, ça l'annule, ça fait pas 0, ça fait 0 fois lui-même, c'est un vecteur propre, de valeur propre, 0.
et donc il a l'énergie minimale. Ça, si on le retraduit en termes de x et de p, puisque A c'est juste ça, bah ça c'est en représentation x, si vous cherchez la fonction d'onde, ça c'est juste multiplié par x, divisé par x0 parce qu'on a normalisé, et ça c'est moins IH bar d sur dx. Donc si vous écrivez ça appliqué à la fonction d'onde égale 0, bah ça vous donne une équation différentielle qu'il suffit de résoudre, c'est trivial et du premier ordre, on l'avait résolu et on avait obtenu une gaussienne. On avait obtenu donc, je vais l'appeler phi0 de x, c'est-à-dire ça, qui était, alors il y avait une constante de normalisation avec un pi puissance 1 quart. Voilà, donc c'était 1 sur pi x0 carré le tout puissance 1 quart, et puis donc la gaussienne, e puissance moins 1 demi de x carré sur x0 carré. Donc, le niveau fondamental est une gaussienne. Sa transformée de Fourier, si on regarde dans l'espace des énergies, enfin des impulsions, c'est aussi une gaussienne, et ça réalise la dispersion minimale delta x delta p égale h bar sur 2 avec le delta au sens ordinaire des inégalités de Heisenberg. Très bien. Alors, il nous reste à voir quelles sont les fonctions d'onde des niveaux excités, voir s'il y a des propriétés qu'on peut donner. On va faire ça très rapidement. Ça va faire intervenir les polynômes de Hermite. Et puis, à essayer on va commenter un petit peu le fait que ces états stationnaires, par définition, ils sont stationnaires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'évolution dans le temps. C'est-à-dire que l'évolution de l'état dans le temps, c'est juste avec un e puissance moins i e t sur h bar. Donc c'est juste la phase, mais ça ne modifie pas les propriétés de l'état physique en lui-même. Alors, donc, oui, ce sont des états stationnaires. Donc c'est l'oscillateur harmonique qui a de l'énergie, mais qui est stationnaire malgré tout. C'est un petit peu étrange d'un point de vue classique. Parce que d'un point de vue classique, pour mettre de l'énergie dans un oscillateur harmonique, il faut tirer le ressort. Mais si vous le lâchez, c'est-à-dire s'il y a juste le ressort, vous avez mis de l'énergie dedans, évidemment l'énergie ne varie pas, c'est un système conservatif, là non plus. Le problème, ce n'est pas que l'énergie ne varie pas, c'est qu'il n'y a pas de modification de l'état physique. La probabilité de trouver la particule à tel endroit, si vous faites la mesure, reste la même à chaque instant. Donc on ne voit pas bien où est le mouvement oscillant. En quoi ça oscille un oscillateur, en fait, quantique? Alors, donc, on va essayer de... Je vais aller assez vite, mais je vais introduire ce qu'on appelle les états cohérents, qui sont en fait les états les plus proches de ce qu'on appelle oscillation classiquement. Et on va voir 2-3 propriétés. On ira vite, mais c'est quand même, je pense, intéressant de le voir, d'autant que c'est une bonne introduction pour ceux qui continueront sur justement les propriétés, je dirais, classiques d'un champ quantique, typiquement le champ électromagnétique et la lumière, etc. Donc on parlera de M. Glauber, Roy Glauber, qui a eu le prix Nobel, qui a beaucoup travaillé sur les états cohérents et sur justement l'interprétation classique du champ électromagnétique quantifié. Ok, alors le programme est clair. Donc, d'abord, eh bien, les états stationnaires. Alors, je ne sais plus où on en est dans notre décompte. Est-ce que j'avais fait un paragraphe qui s'appelait fonction d'onde ou... Ouais. Et c'était le numéro combien? 8. Et c'était le dernier en cours, c'est ça? Super. Ok, alors comment trouver les fonctions d'onde associées donc, à l'état 1, 2, 3... Ah oui, pardon, dernier point du rappel. Donc, une fois qu'on a 0, on avait choisi pour 1, pour passer à l'étage au-dessus, on applique A3. Je vais le remettre là dans le rappel. Voilà. Donc, si on applique A croix à 0, on obtient 1. Donc pour construire la base de Fock,
on part de l'état 0, okay, celui-là, et puis on applique A croix, on passe à l'état d'au-dessus, on applique A croix, on passe à l'état d'au-dessus, etc. Simplement, A croix n'est pas un opérateur unitaire, et donc si j'applique A croix à l'opérateur n, j'obtiens pas un vecteur normé. C'est juste comme ça, puis il n'y a aucune raison qu'il soit unitaire, ce truc-là. Il ne l'est pas, de fait. Et donc, en fait, ce qu'on avait vu en calculant la norme de ce truc-là, c'est que la norme de ça, en fait, c'est racine de n plus 1. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, quand on applique A à n, on n'obtient pas le vecteur normé, on obtient racine de n plus 1 fois le vecteur normé. Voilà. Et de même, pardon, ça c'est A croix, excusez-moi. Voilà. Et de même, quand on applique A au vecteur n, on descend d'un cran, mais ça ne donne pas un vecteur normé, ça donne racine de n fois le vecteur d'en dessous. Voilà. Là, c'est le rappel complet. Donc, une fois qu'on a l'état fondamental, comment obtenir les autres? En appliquant A croix. Et appliquer A croix, c'est une question? Ouais. Ouais. Il y a un problème sur la vidéo? Ah, ok. Ok. Ok, donc j'ai l'état 0, qui est la gaussienne de référence, enfin l'état fondamental. Et je lui applique A croix, et je vais obtenir 1 en l'occurrence. Enfin, racine de 1 fois 1, c'est-à-dire 1. Pour le premier, c'est facile. Pas de la normalisation est déjà bonne. Et donc, A croix, c'est quoi? Alors, si je veux la fonction d'onde associée, en fait, je veux ce que je vais appeler phi1 de x, la fonction d'onde de cet état-là. Donc, par définition, c'est x1. Et donc ça va être x. Je vais mettre là. C'est x A croix 0. Et A croix, c'est quoi? A croix, c'est ça. Donc, en représentation x, oui. Si, mais en fait, là, en l'occurrence, racine de 1, ça fait 1. Mais, ouais. Pour les autres, effectivement, il faudra bien diviser par racine de n plus 1. Enfin, de n. Enfin, du coup, de n factoriel. Enfin, bon, on verra. Donc, j'applique A croix. A croix, c'est x tilde. Donc, ça fait en fait... donc, cette fonction, c'est... donc, c'est x... Je vais mettre en tilde. C'est x tilde. Alors, c'est 1 sur racine de 2. X tilde moins i facteur de... Alors, p tilde, c'est moins i h bar d sur dx tilde. Voilà. Tout ça appliqué à la fonction phi0 de x. OK? A croix, c'est ça, appliqué à donc x0. C'est ça la représentation x. C'est bon pour tout le monde? J'écris l'opérateur x, je multiplie par x la fonction d'onde, et l'opérateur p, je dérive par x, avec le moins ih bar habituel. Et donc ça fait finalement... oui, ça fait donc x tilde moins h bar. Oui, donc je peux remettre des x0. Donc ça fait... Enfin, c'est x... Allez, x sur x0 moins moins h bar x0 d sur dx. C'est d sur d de x sur x0. Donc ça fait ça. Avec un 1 sur racine de 2 toujours, appliqué à ce truc-là. Bon, je ne le réécris pas. Et donc, ça se calcule. Vous savez dériver ça par rapport à x, il n'y a aucune difficulté. Et vous avez deux termes, vous les mettez ensemble. Et évidemment, il va y avoir, ce que vous allez voir, c'est que cette partie gaussienne, là, quand vous dérivez ça par rapport à x, ça fait sortir un moins x sur x0 carré, fois lui-même, fois cette exponentielle. Et puis, donc, ce terme-là, il va laisser l'exponentielle, avec devant un truc en x. Et puis lui, c'est le truc en x fois l'exponentielle. Donc ça va faire un truc en x fois l'exponentielle. Donc ça, c'est
bah, c'est proportionnel à x puissance moins x2 sur 2x0 carré. Avec le facteur qui va bien, il suffit de le calculer, ça prend 2 secondes. Et ensuite, comment vous obtenez A2 ? Enfin, 2, pardon. 2. Bah, 2. Alors, la fonction d'onde de 2, que je peux noter phi2 de x, pardon, c'est x, c'est x2. Donc, c'est x accroît 1 sur, là, pour le coup, sur racine de 2. Pour normaliser, 2, c'est accroît 1 sur racine de 2. 2, c'est accroît 1 sur racine de 2. Et c'est pareil, ce accroît, c'est juste un x moins h bar d sur dx. Enfin, avec les tildes normalisées comme il faut. Donc pareil, je redérive ce que j'ai obtenu là. Qu'est-ce que ça va donner? Bah pareil, j'ai une dérivée de ce truc-là. Donc la partie comme ça va dériver le polynôme qui est là, enfin, qui est trivial, fois la gaussienne. Et puis la dérivée de ça va aussi faire sortir à nouveau un 2x là, enfin divisé par 2x0, donc un x sur x0, fois la gaussienne. Donc de toute façon, ça va donner un truc fois la gaussienne encore. Puis si j'applique encore, pour avoir phi3 de x, donc là, alors, on va voir, donc ça c'est un polynôme. En fait, on va voir qu'il est de degré 2. Pourquoi il est de degré 2? Bah parce que celui-là, il est de degré 1. Si vous multipliez par x, il est de degré 2. Alors, il est de degré 2 pour la partie ça, c'est-à-dire c'est le degré de celui-là plus 1. Et ça aussi, en fait, ça fait ce degré-là, ça fait le degré de celui-là, pardon, plus 1, puisque vous, en dérivant, vous faites sortir un nouveau x. Donc, vous voyez l'idée? Alors, vous pouvez faire les 3-4 premiers. Bon, ok, on voit que c'est ça. Et après, je vais vous montrer qu'en fait, ça, par définition, c'est les polynômes des Hermites, en fait. Donc, mais continuons. Donc, ça va donner un polynôme de degré 3 fois la même gaussienne. Enfin, le même noyau gaussien, je pense. Et puis, vous pouvez continuer. Évidemment, ça va donner toujours... Enfin, c'est toujours la même procédure, puisque vous appliquez toujours le même opérateur. OK? Alors, finalement, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, je vous donne le résultat. Ça peut être un exercice de maths, si vous voulez, mais il n'y a rien de très intéressant là-dedans, autre que le résultat. Donc, je ne sais pas si je laisse... Oui? Pardon? Non, vous avez raison. Oui, c'est pas homogène. Ah oui, c'est pas homogène ça. Oui, il n'y a pas le h-bar si on fait ça. Oui, c'est ça. À chaque fois, je me fais rouler. Oui, merci. Oui, c'est ça. Pardon. Oui, il n'y a pas de h-bar. Non, il n'y a pas de h-bar. Oui, c'est un polynôme qui dépend de... Merci. Là, c'est purement mathématique. Effectivement, il n'y a pas de h-bar. OK. Alors, ouais, je vais quand même effacer là-dessus. Donc, ce qu'on obtient, c'est ça. Ce qu'on obtient, c'est donc... Donc, on a n qui est défini, ça je crois que je l'avais déjà écrit la dernière fois, enfin c'est juste la traduction de ce que je viens de rappeler, ça. C'est que donc n, ce n'est rien d'autre que a croix appliqué n fois, puissance n en tant qu'opérateur, à 0, mais bien sûr divisé par racine de n factoriel, puisqu'à chaque fois je passe au suivant, il faut que je divise par racine du nouveau n que j'ai. Donc si je l'applique plein de fois, j'applique sur racine de n plus 1, sur racine de n, sur racine de n moins 1, etc. Donc racine de n factoriel. Voilà. Donc ça, c'est le n en question. Et donc ce que vous voyez, c'est qu'en fait, la fonction d'onde phi n de x, qui n'est rien d'autre que xn, c'est 1 sur racine de n factoriel
fois cet opérateur qui n'est rien d'autre donc que x. Alors je vais mettre des tildes, histoire de ne pas traîner des x0, surtout que je me trompe à chaque fois que je sors de la dimensionnalité, moins d, enfin, moins d sur dx tilde, tout ça appliqué n fois à la fonction phi0 de x. Bon, eh bien ça définit justement les polynômes de Hermite. Alors, Hermite est mort en, je sais pas, début, enfin, genre 1900, quoi. Donc évidemment, bien avant la physique quantique, les polynômes de Hermite ont été développés pour d'autres raisons. C'est une famille de polynômes orthogonaux, qui ont plein de propriétés. Au XIXe siècle, on a beaucoup étudié ces familles de polynômes. Mais il se trouve que ce noyau-là, qui est le noyau de l'oscillateur harmonique, hein, enfin, ça c'est le A croix de l'oscillateur harmonique, ce noyau-là, il est apparu en mathématiques pour d'autres raisons, donc tout ça était bien connu, il n'y a pas de souci. Et ça, justement, ça définit les polynômes de Hermite, c'est-à-dire que la solution de ça, donc quand on applique cet opérateur-là, x moins la dérivée par rapport à x, une fois, deux fois, enfin de façon récurrente, appliqué à la gaussienne, on obtient précisément les polynômes qui vont bien. Donc, je vous donne le résultat. Ça fait... Alors, à chaque fois, il y a un sur racine de 2 puissance n qui intervient là. Et puis, le n factoriel. Donc, le n factoriel, c'est lui. Et le racine de 2 puissance n, c'est... On l'a vu apparaître... je l'ai fait... Non. Oui, enfin, c'est que A c'est ça sur racine de 2. En fait, hein. A, c'est x plus ip sur racine de 2. Donc, quand on l'applique n fois, il y a un racine de 2 puissance n qui apparaît. C'est juste la normalisation, il n'y a rien de spécial. Alors, il y a la normalisation de lui au départ. Donc, si je remets maintenant les dimensions, donc pi h bar, tout ça puissance 1 quart. Toujours notre 1 quart de tout à l'heure. Et puis, donc justement, le polynôme de Hermite appliqué à x sur x0, c'est-à-dire compte tenu de la valeur du x0, ça fait ça. Voilà. Donc ça, c'est le polynôme de Hermite de degré n. Définition, je vais vous en dire un mot tout de suite après. Et donc, e puissance moins 1,5 de x2 sur x0 carré. Et ça, si on remet les grandeurs, ça fait moins m, donc oméga, x2 sur 2h bar. Voilà. OK, donc moins x2 sur 2x0 carré. Voilà, donc ça, ce sont les fonctions d'onde. Vous voyez qu'on connaît les fonctions d'onde. Alors du coup, c'est phi de x, en fait, ça, parce que j'ai remis les dimensions. C'est la fonction d'onde en question. Bon, ça peut paraître compliqué, mais pas du tout. Ça, c'est juste une constante de normalisation. Très bien. Donc, cette fonction est normée. Ça, c'est la gaussienne. Et dedans, si vous voulez la forme, si vous avez une gaussienne sous-jacente, là. Et c'est modulé par un polynôme qui n'est pas n'importe quel polynôme, qui est le polynôme de Hermite, 2 degrés n pour la fonction n. Et alors, je vais vous donner quelques propriétés de ces polynômes très simples, qui ne sont pas mauvaises à connaître. Oui? Pardon? Ben, en fait, ça 1 sur x, ça c'est 1 sur x0 carré, c'est justement m oméga sur h bar. x0 c'est racine. D'accord, donc en fait il est là, c'est juste je voulais développer. Mais... Oui, là j'aurais dû le mettre comme ça. Parce que x0 c'est racine de h bar sur m oméga. Alors, la première fonction d'onde, alors je peux vous noter le polynôme de Hermite numéro 0, enfin le premier, alors est-ce que je l'ai sous une forme... le premier c'est 1, donc c'est facile, mais je cherche l'expression des suivants.
enfin, le numéro 0, c'est 1. Le numéro 1, c'est x. Et puis après, ça, je l'ai noté. Je suis sûr que je l'ai noté. Il faut juste savoir où. Je suis sûr. Ah, voilà. Donc, H0 de x, donc ça c'est 1, ok. Le premier, c'est juste la gaussienne. H1 de x, ben, on avait calculé le premier, ça c'est juste x, enfin c'est 2x en fait. Il y avait x qui venait de lui et x de la dérivée de l'autre qui venait de lui, donc ça faisait 2x. H2 de x, ça fait 4x2 moins 2. H3 de x, ça fait 8x3 moins 12x. Puis je vais m'arrêter là. H4 de x, ça fait 16x4 moins 48x2 plus 12, etc. Bon, il y a une infinité. Alors, il y a des propriétés de récurrence sur ces polynômes. On a, je vous les note pour mémoire, h de n plus 1 de x, c'est 2x h de x, hn de x, moins 2n, hn moins 1, c'est ça, oui, moins 2n, hn moins 1 de x, et puis il y a des propriétés de dérivation aussi. Si je ne m'abuse, on a hn prime de x qui vaut 2n hn moins 1 de x. Est-ce que c'est bien ça? Bon, écoutez, je ne suis pas sûr. Enfin bref, il y a des propriétés de récurrence qui permettent de calculer à partir des deux précédents, de calculer suivants. Mais bon, si vous voulez, vraiment la formule, c'est ça. C'est ça la définition du... Enfin, c'est une définition des polynômes de Hermite. Donc ce que vous voyez, c'est là-dessus que je voulais attirer votre attention, c'est que d'abord, ils sont alternativement pairs et impairs. D'accord? Ça, c'est pair, c'est symétrique. Ça, c'est impair. C'est-à-dire, en fait, vous avez hn de moins x qui vaut moins 1 puissance n hn de x, quel que soit n. Hein. Un coup, c'est pair, un coup, c'est impair. Enfin, ceux de degré pair sont pairs et ceux de degré impair sont impairs. Vous voyez aussi donc que chacun de ces polynômes est de degré son indice. Donc à chaque fois, on gagne un cran. Et si vous regardez aussi en détail, vous voyez que le nombre de fois que ça s'annule, le nombre de zéros de ce polynôme, c'est précisément n à chaque fois. Donc le premier c'est la gaussienne, bien, qui s'annule jamais. Le deuxième, ça fait un truc comme ça, qui s'annule une fois, en 0 en l'occurrence. Donc en fait, c'est juste la fonction x qui module la gaussienne sous-jacente. Puis après, c'est la fonction, c'est cette parabole, la fonction 4x2 moins 1, qui module la gaussienne en question. Et donc, ça vous fait un truc de la forme, je vais changer de couleur. Donc, elle est paire, et ça fait un truc comme ça. Alors, à chaque fois, c'est écrasé gaussiennement, enfin, comme une exponentielle décroissante au carré. Oui ? Alors, ils sont orthogonaux. Oui, ah oui, très bonne remarque. Alors, ils sont orthogonaux, précisément, en fait, quelque part, d'un point de vue physique, ça démontre qu'ils doivent l'être. Évidemment, on savait qu'ils l'étaient, mais pourquoi ils doivent l'être? Parce que les états propres associés à deux valeurs propres différentes sont orthogonaux. Ils ne peuvent pas être autrement, puisque c'est un opérateur hermitien. L'opérateur H. Donc deux états propres, deux vecteurs propres pour des valeurs propres différentes de n'importe quel opérateur hermitien sont orthogonaux.
Ça se démontre en 2 lignes. Donc effectivement, ils sont orthogonaux, c'est-à-dire si vous faites somme de... Alors, Hn de x, Hm de x, dx... alors, non, enfin, avec le noyau... Alors, oui, ils sont en noyau... Ça c'est une... Enfin, tout ça était bien... Enfin, il faut mettre ça... c'est ce qu'on appelle orthogonaux avec un poids qui est celui-là. Mais parce que, en fait, c'est les fonctions d'onde qui sont orthogonales. Mais les polynômes sont orthogonaux si vous définissez le produit scalaire. Le produit scalaire entre f et g, ordinairement, on fait ça. Et ça, c'est un produit scalaire avec ce qu'on appelle un poids 1. Juste, vous faites fg fois. Mais vous pouvez faire un produit scalaire qui a toutes les propriétés d'un produit scalaire avec un autre poids ici. Et là, le poids en question, c'est ça. Et si vous faites ça, c'est bien... Donc, enfin, ils sont orthogonaux avec cette définition du produit scalaire, ce qui fait que les fonctions d'onde sont orthogonales. Et ça, elles devaient l'être de toute façon, puisque c'est, encore une fois, des fonctions propres d'un opérateur hermitien avec des valeurs propres différentes. Bref, donc effectivement, il y a les bonnes propriétés d'orthogonalité de ces fonctions d'onde et donc des polynômes d'Hermite. Mais encore une fois, c'était connu bien avant la physique quantique. OK, oui, donc, alors le premier, le deuxième a un seul zéro, le troisième, enfin, ce que j'ai appelé le premier, c'est l'ordre 0 à 0, 0, l'ordre 1 à 1, 0, l'ordre 2 à 2, 0, ici et là, mais c'est symétrique, et donc, vous voyez qu'à chaque fois, vous avez une fonction alternativement paire ou impaire, mais paire ou impaire pour la fonction d'onde, ça veut dire que la probabilité de trouver la particule si vous faites une mesure, ou si vous voulez sa densité de probabilité de présence, j'aime pas trop cette formulation, mais employons-la, elle est classique, la densité de probabilité de présence de la particule est symétrique dans l'espace. Parce que même si ça vous dit, ah ben non, là c'est positif, là c'est négatif. Oui, d'accord, mais la probabilité, c'est le module au carré de la fonction d'onde. Donc la probabilité, elle est symétrique. Il n'y a aucune raison d'être plus à droite qu'à gauche. Évidemment, puisque le Hamiltonien est symétrique. Par renversement de x, d'accord ? Le Hamiltonien, si vous changez x en moins x, évidemment, ça ne change pas. Enfin, P2 sur 2m est plus 1,5 de m oméga 2 x2. Si vous changez x en moins x, et donc même P en moins P corrélativement, enfin peu importe d'ailleurs, mais donc ça ne change pas. Donc le Hamiltonien est symétrique, les états stationnaires du Hamiltonien doivent être symétriques. Et on trouve bien ça, bien sûr. Bon, donc tout ça est cohérent, il n'y a pas tellement d'autres choses à en dire. Retenez ça. Voilà, alternativement, c'est pair, impair. Le nombre de zéros de la fonction est égal au degré du polynôme, donc à la valeur n ici. Donc, c'est lié à l'énergie. Donc, plus vous avez d'énergie... Ah oui, ça, c'est une autre chose qu'on peut dire. Plus vous avez d'énergie, plus... comment on va dire l'extension maximale... Oui, c'est intéressant quand même. Si vous voulez, le delta x, l'incertitude sur la position de x, elle augmente avec l'énergie. Comme ce à quoi vous attendez classiquement, malgré tout. C'est-à-dire que, classiquement, s'il n'y a pas d'énergie, c'est 0. Si vous avez une énergie plus grande, grosso modo, le x maximal que vous obtenez, bah, c'est le x max tel que 1,5 de kx2, enfin de m oméga 2 x2, soit l'énergie que vous avez mise dedans. Donc l'extension, elle est en racine de e. Et bien on trouve ça aussi là. Le delta x, il est en racine de e. Donc il y a quand même, enfin évidemment, c'est le même Hamiltonien. H, ça reste P2 sur 2m plus 1,5 de m oméga 2 x2. Mais tous ces états stationnaires, et ce serait pareil pour P. L'incertitude sur P est aussi évidemment liée à l'énergie que vous avez mise dedans. Donc, tous ces états propres ont une énergie qui est la leur, ils ont tous une différente, qui est précisément h bar oméga facteur de n plus 1,5.
je réécris ça. Mais ils sont stationnaires, par définition, comme tout état propre du Hamiltonien. Ils sont stationnaires, ça veut dire que, je me répète un peu, la probabilité de trouver, la probabilité de trouver la probabilité de trouver un certain résultat de n'importe quelle grandeur physique est toujours la même au cours du temps. Il n'y a rien qui évolue. La fonction d'onde évolue avec une phase, donc vous avez psi n de t, si vous voulez, psi n de x et de t, donc fonction propre associée à l'état stationnaire n à l'instant t, qui va être phi n de x, celui-là, fois e puissance moins i e t, enfin en t sur h bar, c'est-à-dire phi n de x e puissance moins, eh bien, n plus 1,5 oméga t. Pardon, c'est un peu petit là. D'accord ? Enfin, c'est juste l'énergie en question. Ça oscille d'autant plus vite que l'énergie est plus grande, comme d'habitude. Alors, donc ces états ne ressemblent pas du tout aux états classiques. Donc je vais faire on va changer de paragraphe. Il sera très court, mais c'est un grand 4, grand 3, grand 4 Grand 4 peut-être 3, ok. Merci. État cohérent. Reprenons. Alors j'ai deux rappels à faire. Le premier, je l'ai déjà fait la dernière fois. En fait, les deux, je le fais très très rapidement. C'est regardons ce qui se passe dans l'espace des phases. Parce qu'on voudrait essayer de voir des choses qui oscillent. Là, il n'y a rien qui oscille. Peut-être j'aurais dû le redire là. Excusez-moi pour la structure un peu hésitante. Je rappelle à tout le monde que moyenne d sur dt de moyenne de x pour n'importe quel état physique, c'est plus moyenne de p sur m, p égale mv. Ça découle du théorème de Rehn-Fest. C'est vrai tout le temps, en particulier pour l'oscillateur harmonique. Et d sur dt de p, eh bien, c'est moins la dérivée du potentiel en moyenne, c'est tout. Donc moins la force. Et là, en l'occurrence, si on le fait, ça fait moins kx, quoi. Donc moins m oméga de moyenne de x. Ouais, je suis allé un peu vite. On finit ça, mais ça va tenir juste là. Dans chacun de ces états propres, ce que j'ai dit, c'est que c'est symétrique par rapport à x. Puisque l'hamiltonien l'est, ça ne peut pas être autrement. Donc moyenne de x dans n'importe quel état n, donc quel que soit n, ça c'est 0. Vous avez autant de probabilité de le trouver à moins quelque chose qu'à plus quelque chose. Si vous faites la moyenne, c'est 0. La position moyenne, c'est 0 de tous ces états stationnaires. De même, la position moyenne de P, enfin en P, la vitesse moyenne, si vous voulez, c'est pareil, c'est 0. Forcément, si ça c'est toujours 0, sa dérivée c'est toujours 0, P c'est toujours 0. Mais ce n'est pas inutile de voir comment ça fonctionne avec les A et les A croix. Parce que ça, on peut dire, oui, ça se voit, c'est symétrique, donc forcément la moyenne c'est 0. Ensuite, on peut
on peut calculer la moyenne. Ça va être simplement pour ça, c'est quoi par définition? Ça va être somme de x module de phi n de x au carré dx de 0, de moins l'infini à plus l'infini. Donc ça, je dirais, c'est l'évidence visuelle, plus on pourrait juste invoquer l'argument de symétrie. Donc forcément, ça va faire 0. Premier raisonnement, ça doit faire 0. Deuxième raisonnement, écoutez, il n'y a qu'à le calculer et on voit, ah bah oui, effectivement, comme ça, c'est pair. Enfin, c'est pair ou impair, mais le module au carré, c'est pair, et ça, c'est impair. Donc évidemment, vous calculez, je dirais, analytiquement, ça fait 0. Une autre façon de le voir, c'est algébriquement, à partir de l'expression de x. X, c'est quoi? Bon, alors du coup, oubliez ça. Non, je ne vais pas l'effacer parce qu'il faudra le réécrire, mais je recommence ici. X, donc j'ai A qui vaut x tilde plus i p tilde sur racine de 2 et A croix qui vaut x tilde moins i p tilde sur racine de 2. Par conséquent, x est égal à x est égal à A plus A croix sur racine de 2. Bon, et ben du coup, je peux calculer cette moyenne. Oui? Non, il n'y a pas de lien. Ça, c'est rappel Ehrenfest. Ouais. Non, parce qu'en commençant ça, je me suis aperçu que j'avais oublié de vous faire une remarque. Excusez-moi, je ne reviens pas en arrière. Donc, j'avais déjà écrit la dernière fois, mais voilà, ça, c'est le théorème de Ehrenfest, c'est toujours vrai, ça. D'accord, hein, c'est d de une grandeur physique quelconque sur dt, la valeur de la moyenne. Enfin, la valeur moyenne de la grandeur physique, c'est la valeur moyenne de hg, si h dépend pas du temps, si g dépend pas du temps, dans l'état en question. Et quand on applique ça à x, ça donne ça, etc. Si on veut être complet, on fait ça. Mais ici c'est 0. Ok, donc x, c'est ça. Bon, bah, très bien. Du coup, on peut calculer la moyenne de x algébriquement. La moyenne de x dans l'état n, donc moyenne de x dans l'état n. Alors ça, pardon, c'est x tilde, donc x, c'est x0 fois ça. Ok. Donc la moyenne de x en question, c'est x0 fois, eh bien, n, x, n. Et donc, c'est x0, alors, sur racine de 2, n, a plus a croix, n. Et là, ça saute aux yeux. Parce que a croix appliqué à n, ça fait du n plus 1. Ça fait racine de n plus 1, n plus 1. En tout cas, ça fait du n plus 1. Et du coup, quand vous faites le produit scalaire après avec n, ah bah, n et n plus 1, ils sont orthogonaux. Qui sont valeur propre pour une autre valeur propre. Donc, ce terme-là, ça va faire du n plus 1, scalaire n, ça fait 0. Et celui-là là-dessus, ça fait n-1, et n-1, scalaire n, ça fait 0. Donc, il y en a un qui vous fait monter, l'autre qui vous fait descendre, sauf que la seule façon de ne pas être 0, c'est de rester à n. Il y en a un qui monte, un qui descend, scalaire n, ça fait 0, point final. Donc, bien sûr, la valeur moyenne de x, c'est 0. Pareil pour p, si vous mettez p, ben, ça va faire pareil avec un P0, et puis ça va être, au lieu de plus, ça va être moins, puis il y aura un 2i, mais c'est pareil. Vous aurez moins, mais vous aurez A croix qui vous fait monter, A qui vous fait descendre, scalaire, le truc d'où vous êtes parti, ça fait 0. Vous voyez? Donc, c'est ça que je voulais vous montrer. Algébriquement, on voit aussi avec ces opérateurs A et A croix, c'est très pratique, parce que vous passez d'un n à un n plus 1, et du coup, vous allez changer de sous-espace propre. En fait, c'est ça. A et A croix vous font sortir du sous-espace propre. Bon, vous verrez dans le TD des applications de ce genre de petits calculs. C'est des réflexes qui permettent de court-circuiter. Bien souvent, si on vous demande de calculer la valeur moyenne, alors là de x c'est facile, mais
Bon, je peux vous faire calculer la valeur moyenne de x2, par exemple. Comment on va savoir quel est le delta x, l'incertitude sur x? Donc, je calcule la valeur moyenne de x2. D'accord? Alors oui, je peux écrire somme de x2 phi n de x, mais le phi n, il peut commencer à devenir compliqué, là, si vous avez un polynôme de degré, de degré n, ici. Du coup, de degré n au carré, là, fois x2, si vous commencez à le développer et à intégrer, vous êtes mort. Mais sinon, vous dites juste que x2, c'est ça fois lui-même, enfin, au carré. Hein? Donc, la moyenne de x2 ici, ça va être, alors, dans l'état n, alors c'est pareil, il y a x0 carré sur 2 ici, du coup, hein, juste normalisation. Et vous avez n, donc vous avez a plus a croix fois lui-même. Alors, a plus a croix, je le mets là pour que vous voyez, a plus a croix fois a plus a croix. Déjà, il y a du a carré, ok? Après, il y a du a croix. Après, il y a du a croix a. Et après, il y a du a croix carré. N. OK? Oh, bah il est bien ce petit calcul, en fait. On va le mener pour de vrai. Ça va vous prouver ce que je vous disais juste avant. Je vous disais en remarque en passant, mais voilà, disons que c'est un exercice. Calculons ce delta x carré là. Alors, donc vous voyez comment c'est fichu là. Là, j'ai juste développé le truc. Là, vous avez a croix carré. A croix carré appliqué à n. Alors le a croix appliqué à n, il fait déjà du n plus 1. Et puis encore a croix, ça va faire du n plus 2. n plus 2 scalaire n, oubliez, 0. OK? Donc ça va faire 0. Lui aussi, il va faire 0. Parce que a appliqué à n, ça fait du n-1. A encore, ça fait du n-2. n-2 scalaire n, 0. Vous voyez, algébriquement, c'est trivial. Par contre, ces termes-là, ils ne vont pas faire 0, eux. Parce que a, il vous fait baisser d'un, et a croix, il vous fait remonter. Donc, vous vous retrouvez à n. A et n scalaire n, ça fait 1. Ce sont des états orthonormés, on les a pris pour ça. Donc, calculons-le. Cette moyenne de x carré, dans l'état n, alors avec le x0 carré sur 2 qui va bien, donc lui il fait 0, lui il fait 0, je m'intéresse à lui. Lui il fait quoi? En fait je vais faire les deux termes, donc le premier puis le deuxième. Je vais le réécrire que ce soit un peu clair. Donc j'ai ça, n, plus a croix a n. Donc ça, on va le faire autrement, mais je vais d'abord le faire pédestrement, sans astuce. Donc ça fait racine de n plus 1, n plus 1. Et lui, ça fait retomber lui à n. Donc tout ça maintenant. Et ça fait retomber avec la racine du celui du haut. Donc ça fait n plus 1, n. OK? Tout ça, là, c'est juste n plus 1, n. On est monté, puis on est redescendu. À chaque fois, on a pris un petit facteur racine de n plus 1. Donc, finalement, tout ça, changer de couleur, tout ça, c'est n plus 1. Le nombre n plus 1. Et pareil ici, an, alors an, ça fait... Donc, an, ça fait racine de n, n-1. Et a croix, tout ça, donc là, ça fait remonter avec racine dessus où on arrive. Et donc tout ça, ça fait n, n. Et donc finalement, tout ça, ça fait le nombre n. Le nombre n. Et donc finalement, la moyenne de x carré, dans l'état n, c'est 1,5 de x0, carré, facteur de 2n plus 1. Enfin,
ou donc si vous voulez ça, n plus 1,5, je sais pas comment vous voulez. Sympa. Vous voyez, très simple. Alors vous allez me dire, ouais, le calcul, on aurait pu le mener pour la gaussienne, il faut intégrer par partie quand même, parce que c'est intégrer x2 puissance moins x2 sur x2 sur x0 carré, faut intégrer par partie, une fois, deux fois, machin, à l'ordre n, d'accord? Tandis que, algébriquement, c'est juste trivial, quoi. Parce qu'on connaît l'action de A et des A et des A croix sur les n. Donc la base de Fock, elle est vraiment, vraiment très très intéressante. Alors d'abord, c'est la base des états propres du Hamiltonien. Donc évidemment, c'est eux. En plus, ça permet de faire évoluer n'importe quel état, décrit comme combinaison linéaire de cela. Mais en plus, algébriquement, il y a toutes ces propriétés formidables avec les A et les A croix. C'est pour ça que c'est vraiment très très important de voir le problème de cette façon-là. Donc vous voyez, on a calculé, et ce que vous voyez, c'est que donc, vous voyez, alors, pour n égale 0, l'état fondamental, ceci est vrai n'importe quel n, pour l'état fondamental, on retrouve bien 1,5 de x0 carré, ici, et donc si je prends la truc normalisée, x sur x0, je trouve bien la dispersion qui est 1 sur racine de 2. Hein, vous vous rappelez, j'ai 1 sur racine de 2 côté x et 1 sur racine de 2 côté p. Hein, pour cette gaussienne, c'est normalisé comme ça, elle est équilibrée dans l'espace des phases, il y a la même incertitude. Une fois enfin, à dimensionner, il y a la même incertitude. Donc on retrouve ça, et on retrouve ce que je vous ai annoncé tout à l'heure, donc ça valait vraiment le coup de le faire, c'est que, parce que ça, finalement, ça c'est delta x au carré. Hein, oui, c'est delta x au carré, puisque enfin, delta x au carré, c'est moyenne de x2 moins moyenne de x au carré. Mais moyenne de x, c'est 0. Donc c'est directement l'incertitude au carré. Donc le delta x, l'incertitude au sens de Heisenberg sur x, c'est x0, évidemment proportionnel à x0, racine de n plus 1,5. Ça, c'est très important, ça. Parce que ça, c'est l'énergie. C'est exactement l'énergie. À h bar oméga près, normalisé. D'accord? Ça, c'est... Enfin, l'énergie, c'est h bar oméga fois ça. Donc, on a bien racine de l'énergie, comme ce que je vous ai dit. Plus on met d'énergie dans le système, plus, malgré tout... OK, la valeur moyenne de x, c'est 0, et ça évolue pas, parce que c'est un état stationnaire. Mais vous avez une probabilité de le trouver loin. De plus en plus loin. Et de plus en plus loin, exactement comme si c'était un ressort que vous tirez. Oui, l'extension typique, donc le delta x de l'oscillateur harmonique, bah oui, c'est celle telle que 1,5 de kx2 égale l'énergie qu'il y a dedans. Donc on retrouve bien ces propriétés-là, évidemment. Plus il y a d'énergie, plus vous avez probabilité de le trouver loin. Et si on faisait pareil avec P, hein, donc, enfin, au lieu d'avoir un plus ici, il y a un moins. Hein, donc on peut faire exactement pareil, je vous laisse faire le calcul, vous allez trouver exactement pareil. Et pareil, plus n est grand, plus l'énergie est grande, plus vous avez une probabilité de trouver une grande vitesse. Ce qui, classiquement, correspond à la vitesse quand le truc repasse par 0, quoi. C'est sa vitesse maximale, qui est égale exactement à P tel que E égale P2 sur 2m. Ou V tel que E égale 1,5 de mv2. OK? Donc vous voyez qu'on a bien les propriétés normales de l'oscillateur harmonique. Hein. Il n'y avait pas de miracle énergétique. Le Hamiltonien, c'est bien, il s'écrit bien 1,5 de mv2 plus 1,5 de kx2, quoi. Mais ces états stationnaires sont stationnaires au sens où, effectivement, ça égale 0, quel que soit t. Donc il n'y a pas d'évolution des probabilités de trouver un résultat, il n'y a rien qu'oscille là-dedans. Ce qui est un peu troublant. Alors, donc comment on fait pour osciller? Donc maintenant, je reprends. Vous avez des questions là-dessus? Non? C'est bon? Donc je reprends le grand 3. Donc, qu'est-ce que je voulais faire? Oui, je voulais faire le premier appel sur les paquets d'ondes gaussiens
et un deuxième rappel sur donc, la représentation dans l'espace des phases. Alors, commençons par l'espace des phases. Je l'avais rappelé la dernière fois. Donc, pour l'oscillateur harmonique classique, si je mets P et X, on avait vu que, alors, l'état fondamental, c'est P égale 0, X égale 0. Okay. Et puis, si on met de l'énergie dans le système, eh bien, on a une trajectoire dans l'espace des phases qui est celle-ci, alors qui est un cercle si on prend les unités qui vont bien. Enfin, si on adimensionne comme il faut. Et ça tourne dans ce sens-là. Hein. Quand x vaut 0, si p est positif, ça va vers les x croissants. Par contre, quand x égale 0, si p est négatif, ça va vers les x décroissants. Donc ça tourne dans ce sens-là. Ça, c'est la trajectoire de l'oscillateur harmonique dans l'espace des phases. Plus on met d'énergie, plus ça va loin. Mais bon, enfin, voilà. Donc ça, c'est voilà, petite énergie, plus grande énergie, et puis énergie 0. Donc, pour notre oscillateur harmonique quantique, être ici, ce n'est pas possible pour la raison qu'on avait dite. On ne peut pas avoir une position et une vitesse bien définies. Mais l'état fondamental, de façon très intéressante, correspond justement à la plus petite extension minimale ici qui satisfait le principe d'incertitude, enfin la relation de Heisenberg. Donc c'est la gaussienne minimale donc ici on a un sigma là qui vaut 1 sur racine de 2, un sigma x et un sigma p, alors enfin un sigma x tilde et un sigma p tilde qui vaut aussi 1 sur racine de 2. Alors ce que j'appelle sigma p tilde, enfin si vous voulez, sigma p c'est p0 sur racine de 2 et sigma x c'est x0 sur racine de 2. Avec les x0 et p0 qu'on avait introduits. Voilà. Donc c'est le minimum, et effectivement, cet état fondamental, en tant qu'état stationnaire, évidemment, il n'évolue pas. Il n'évolue pas ni dans x ni dans p, enfin, il est stationnaire. Donc, en fait, ça correspond à poser la bille au fond du puits de potentiel. Sauf qu'il y a une petite extension. Mais voilà l'état stationnaire. Donc, quelque part, cet état-là fournit un bon exemple, enfin, c'est une bonne approximation de l'état classique. Enfin, l'état classique, c'est une bonne approximation de ce qui est réellement ça. C'est-à-dire que si vous regardez de très loin, c'est-à-dire avec des échelles de x bien plus grandes que ça et des échelles de p bien plus grandes que ça, oui, enfin, ça, c'est quasiment un point, quoi. C'est vraiment l'extension minimale. On avait estimé l'autre jour, là, le x0, combien il vaut pour une pulsation style lumière visible. Ah, je vous rappelle que c'est h bar oméga sur x... non, sur m, c'est ça pour x? Non, sur m oméga par h bar sur m oméga, c'est ça? Oui. Oui, c'est ça. Le h bar est tellement petit dans des unités qui nous sont familières, enfin, à notre échelle, que ça, c'est pas un point. Évidemment, ça peut pas être un point parce que c'est quantique, mais enfin, vu de loin, c'est un point en fait. Donc, ok, c'est un truc au repos. Mais, par contre, les états stationnaires, quand vous rajoutez de l'énergie, nos autres états stationnaires, donc ça c'est l'état 0, d'accord, on veut bien. L'état 1, l'état 1, c'est encore un truc qui est centré là, et surtout c'est un truc qui ne se déplace pas. L'état 2 aussi, l'état 3 aussi. Alors on a vu que l'extension typique, hein, le delta x, on vient de le calculer, c'est bien qu'on l'ait fait en fait, je n'avais pas prévu de le faire, mais c'est très bien. Cette extension, enfin le delta x, voilà, il est de plus en plus grand, normal. Donc on va avoir des probabilités de trouver la particule de plus en plus loin, aussi bien en p qu'en x. Alors avec les symétries, enfin tout ça est écrasé par une gaussienne, mais avec un polynôme d'ordre de plus en plus élevé, donc ça s'étend de plus en plus, avec des structures là-dedans, enfin on l'a vu, à l'ordre n, il y a n0 dans la fonction, mais enfin bon, grosso modo, vous avez un truc qui est étalé de plus en plus, mais il n'y a rien qui ressemble à une trajectoire, et en plus quelque chose qui évolue dans le temps, justement, ça n'évolue pas dans le temps. Donc comment fabriquer
Néanmoins, les oscillateurs, on en a déjà vu osciller des ressorts. Dire, ah oui, mais c'est classique. Ah oui, mais enfin, c'est la physique quantique qui est dessous. Hein, donc, de toute façon, il faut bien arriver à produire ça avec l'oscillateur harmonique quantique. Donc, comment on s'approche, comment on fabrique un état qui ressemble à un état classique à partir de ces états propres. Ce qui est sûr, c'est que compte tenu de la structure de l'espace des états en physique quantique, c'est que n'importe quel état de la réalité pour ce système, pour cet oscillateur, ça doit être une combinaison linéaire des états propres du Hamiltonien. C'est juste une base de l'espace de Hilbert. Donc, les états qu'on cherche, ça va être des sommes de alpha n, de n égale 0 à l'infini. Tous les états s'écrivent comme ça. Est-ce qu'on est capable de trouver un état qui ressemble à un truc qu'on connaît un peu, quoi? Donc c'est ça la question des états cohérents. Enfin, il y a plusieurs façons d'introduire cette notion d'état cohérent, mais je vais aller vite. Et donc, ce qu'on voudrait, en fait, intuitivement, on a bien compris qu'on ne pouvait pas être en un point, parfaitement localisé, et puis du coup se déplacer. Parce qu'on ne peut pas être en un point dans l'espace des phases. X et P ne commutent pas, ça, c'est même pas la peine. Mais on peut s'inspirer de ça, et on pourrait se dire, ouais, mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir, ok, une petite extension, une petite gaussienne ici, si possible minimale, et qui, elle, se déplacerait au cours du temps sur la trajectoire qui serait la trajectoire classique. Auquel cas, vu de loin, ça, ok, c'est pas un point, mais enfin bon, c'est là, quoi. Vous pouvez le trouver un peu à côté si vous faites la mesure, mais enfin bon, il est là. Et si ça se déplace de telle sorte que le x, c'est un x0 max qui serait ici fois cos oméga t, et puis que le p, ce serait un p0 max qui serait ici fois sin oméga t, bah c'est ça, voilà, on aurait trouvé nos états classiques. Hein. Donc l'idée, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qui se passe si cette gaussienne minimale qu'on pose là, on a un paquet d'ondes gaussien dont on sait qu'il est état propre du Hamiltonien, on ne pourrait pas venir le mettre là et puis voir ce qui se passe? Genre, je déplace je tire le ressort, quoi. Je le mets là. Alors, je ne peux pas le mettre pile là avec pile telle vitesse, mais pas loin. Donc, l'idée, c'est ça. On va prendre cet état-là, qui est le paquet d'ondes gaussien de notre état fondamental, celui qu'on a calculé, la bête gaussienne, et on va le déplacer dans l'espace des phases pour le mettre à une certaine position x1 et une certaine position p1. Je le tire. Alors, comment on tire? Bah, il faut appliquer un opérateur de translation dans l'espace des x et un opérateur de translation dans l'espace des p. Et à ce moment-là, vous allez avoir une fonction d'onde bah, qui est une gaussienne centrée ici. Après, ça ne garantit pas que si on la laisse aller, il va se passer ce qu'il faut. Mais en fait, il va se passer ce qu'il faut. Et donc, voyons à quoi ressemble cet état, qui est en fait l'état fondamental, donc le paquet d'ondes gaussien minimal, équi réparti dans les x et les p, enfin, d'accord, juste incertitude symétrique, si on peut dire, même si ce n'est pas les mêmes dimensions. Que se passe-t-il? Comment on passe de cette gaussienne minimale de l'état stationnaire à la même, mais centrée ailleurs. Donc, justement, encore une fois, par définition, il faut appliquer les opérateurs de translation. Et on les connaît, les opérateurs de translation. Normalement, vous avez introduit P, la grandeur, enfin la grandeur physique l'opérateur, c'est le nom que je cherchais, l'opérateur P comme le générateur des translations dans l'espace. Vous l'avez fait comme ça ou pas? D'accord. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, moi, j'aime bien plutôt l'introduire comme ça, mais qu'à cela ne tienne, ce qui est important, et après s'apercevoir que c'est l'opérateur impulsion, mais ok, donc vous l'avez introduit comme l'opérateur impulsion, et vous avez vu que cet opérateur, si vous lui donnez les propriétés que vous voulez pour un opérateur impulsion issu de ce qu'on sait en physique classique d'impulsion, vous avez vu que c'était le générateur des translations. Qu'est-ce que ça veut dire, ces générateurs de translation? Ça veut dire que si on l'applique à une fonction d'onde, enfin à un état physique,
cet opérateur de translation, si vous l'appliquez à un état physique psi, quelconque, ça vous donne un nouvel état physique, c'est un opérateur, vous prenez un vecteur, ça donne un autre vecteur. Donc ça en donne un nouveau. Et si vous regardez la fonction d'onde du premier état, donc psi de x, qui par définition c'est x psi, et que vous comparez à la fonction d'onde à l'arrivée, psi prime de x, enfin, c'est pas la dérivée, hein, c'est x psi prime, j'aurais dû l'appeler... il y a un lien entre les deux qui n'est pas n'importe quoi, qui est que cette fonction d'onde-là, si vous la tracez, donc vous avez une fonction d'onde, enfin, donc ça c'est l'état. L'état, vous pouvez lui associer une fonction d'onde, parce que l'espace de Hilbert est isomorphe, donc mettons que vous avez ça. Voilà la fonction d'onde dont vous partez. Vous appliquez l'opérateur P, et ça vous donne quoi ? Alors, ouais. Oui, alors c'est là, c'est le générateur des translations, c'est pas l'opérateur de translation. Si vous appliquez, on va le faire autrement, si vous appliquez 1 plus I dxp, vous faites évoluer la fonction d'onde, alors avec un h bar sur h bar, pour que ce soit dimensionné. Vous vous retrouvez avec un psi prime qui est la même. Si je représente l'ancienne, elle était là. La même décalée de dx. C'est en ce sens-là que P est le générateur des translations. C'est pour ça que moi je préfère l'introduire comme ça. Je me pose la question, quel opérateur fait passer de cette fonction d'onde-là à une fonction d'onde où elle s'est décalée de dx? Quand on fait ça, on voit que ça doit être unitaire. C'est forcément un opérateur unitaire puisque c'est la même fonction d'onde décalée. Donc son intégrale, son module au carré, c'est la même. Donc ça conserve la norme. C'est unitaire. Et ce qui est sûr, c'est que si vous voulez décaler de dx, ça ne doit pas changer beaucoup. Ça ne doit pas être loin de l'identité, puisque quand dx tend vers 0, ça doit être l'identité. Donc, ça doit s'écrire comme ça, d'une façon ou d'une autre, avec un certain opérateur là. C'est comme ça, vous vous rappelez, qu'on a redémontré l'équation de Schrödinger, en disant que c'est le truc qui génère un décalage dans le temps. Ben là, c'est pareil dans l'espace. Et donc, vous trouvez l'expression de ce P, et vous voyez que sur la fonction d'onde, ça réalise l'opération moins I h bar d sur dx. Donc, on parle bien de cet opérateur-là. Alors maintenant, si vous faites une translation, non pas de dx, mais d'une valeur finie, je veux mon truc là, je ne veux pas le déplacer un petit peu, je veux l'amener là-bas, en x1. Eh bien, il faut appliquer dx, puis dx, puis dx, puis dx, autant de fois qu'il faut pour arriver à x1. Bon, eh bien, qu'est-ce que ça donne si vous faites... Vous connaissez si vous faites ça sur... vous faites la limite de ça quand dx tend vers 0, ben c'est ça qui vous donne l'exponentielle, mathématiquement. Et donc, en fait, l'opérateur de translation, donc je vais le noter, translation d'une valeur x1, cet opérateur-là, c'est E puissance I x1 P. Alors, avec les dimensions, il y a un sur h bar ici, hein, xp c'est la dimension de h bar. Voilà. Donc c'est ça l'opérateur de translation. C'est ça que ça veut dire que P est générateur des translations. Si vous voulez vous translater de x1, il faut appliquer cet opérateur-là. Et c'est le cas. Enfin, si vous le faites, vous voyez,
Au niveau infinitésimal, c'est le cas. Et si vous faites autant de fois qu'il faut pour obtenir des x1 en faisant des petits dx, en faisant tendre dx vers 0, du coup, il faut un nombre infini de plus en plus grand de pas, et vous passez à la limite, et vous obtenez ça, c'est mathématique. Je pense que vous avez déjà vu ça. Je ne sais pas si j'enfonce des portes ouvertes ou pas, là. Oui, peut-être pas pour tout le monde. Bon, mais en tout cas, voilà. Quoi qu'il en soit, ça, c'est l'opérateur de translation. Donc maintenant, vous appliquez ça à psi, à n'importe quel psi, et ça vous donne le même psi, mais décalé dans x. Donc si vous appliquez cet opérateur à la fonction d'onde, maintenant, si je fais t, alors, ouais, si je fais t x1 appliqué à 0, je vais passer de la petite gaussienne ici à la gaussienne en x1. Par définition. Je ne change rien sur P et je translate les x. Easy. Et maintenant, si je veux monter là-haut, j'applique la translation sur P. L'opérateur de translation dans l'espace des impulsions. Et ça, c'est quoi le générateur des translations dans l'espace des impulsions? C'est x. Ah oui. D'accord? L'un est la transformée de Fourier de l'autre, et l'autre est la transformée de Fourier de l'un. Alors inverse, il y a un signe moins, etc. Mais c'est la même idée. Hein. Sauf que, et c'est là que c'est un tout petit peu subtil, sauf que x et p, ça ne commute pas. Donc, pour me retrouver là-haut, je fais quoi? Je me translate là, puis je vais là-haut? Ou bien, je me translate là, puis je vais à droite? Aïe! Et c'est pas pareil! Alors, on fait comment? Alors, on va voir. Il y a justement la formule de Glauber, qui est une bête formule algébrique, mais qui est très utile et qui nous montre qu'en fait, à une phase près, ça ne change rien. Et comme on s'en fiche de la phase, on va voir ça. Donc, Tx1 appliqué à 0. Alors 0, je vous rappelle que c'est la gaussienne. Alors je vais l'écrire. Non, je ne l'ai pas. Je l'ai écrite tout à l'heure. Là, c'est le racine de pi h bar carré. Là. Bon, vous l'avez. Bon, enfin bref, c'est un coefficient puissance moins 1,5 de x2 sur x0 carré, avec le machin de pi 1 quart, machin. Alors, il est intéressant d'écrire cet état 0 comme de la façon suivante. Je vais le noter G de 0, 0, x0. Je définis ici un raccourci d'écriture. Ça désigne la gaussienne. Donc, c'est l'état dont la fonction d'onde est la gaussienne centrée en x égale 0, centrée en p égale 0, et de largeur, c'est-à-dire de sigma, de quart type, de sigma x0 en x. D'accord ? Je le note comme ça. C'est bien notre fonction d'onde hein, de l'état fondamental. Alors, qu'est-ce que serait une fonction d'onde? Je vais noter maintenant G de x1, P1, x0. Ça, c'est l'état que je veux fabriquer. C'est la gaussienne centrée en x1 pour x,
en P1 pour P, et avec le delta X qui vaut X0. Avec sigma X égale X0. Donc le même minimal, celui qu'on a déjà identifié comme étant minimal. Donc c'est ça que je veux fabriquer. C'est cet état-là, celui que j'ai représenté en rouge là-haut. Là. C'est de la gaussienne du début, centrée là-haut. Alors probablement que vous avez déjà vu dans le cours du premier semestre comment on fabrique déjà la gaussienne centrée en x0, mais avec une certaine vitesse, enfin, avec un P, la gaussienne centrée en P0. Alors je recherche ma petite formule. Ah, voilà. Voilà. Pour avoir les bons, la bonne normalisation. Donc ça, c'est 1. Enfin, si je fais x, ça me donne la fonction d'onde qui est, alors, 1 sur, donc c'est toujours le pi x0 carré puissance 1 quart, ça c'est la normalisation. Et puis on a e puissance i p0x sur h bar, pardon, p1x sur h bar. E puissance moins 1,5 de x moins x1 au carré sur x0. OK? Donc vous voyez que là, dans l'espace des x, c'est une gaussienne centrée en x1 avec x0 carré, avec la variance qu'on veut, enfin la largeur qui va bien. Et vous avez ce terme-là, dont vous savez quand vous prenez la transformée de Fourier, pour avoir donc le psi tilde de ce truc-là, ça vous donne la gaussienne e puissance moins P moins P1 au carré, pareil sur 2, le P0 carré qui réalise le même minimum. Okay, donc c'est ça la fonction qu'on veut. Vous lisez là-dessus, soit dit en passant, comment agit sur la fonction d'onde l'opérateur de translation dans l'espace des P, des impulsions. Il produit ça. Donc en fait, ce que vous voyez, c'est que l'opérateur de translation d'une valeur P1 la même expression que ça, agissant dans l'espace des états, en fait, c'est E puissance, eh bien, I P1 X sur H bar. Alors, j'ai peut-être un problème de signe. Ah oui, c'est là que j'ai le problème de signe. En fait, excusez-moi, c'était le moins ici. D'accord. Ah oui, pour l'énergie, c'est E puissance I oméga. Bon, bref. OK? Bon. J'essaye de ne pas déborder trop, parce que je voudrais quand même commencer. OK, donc IP, voilà, donc IPX, donc X est le générateur des translations dans l'espace des P, et P, moins P, enfin moins X est générateur dans le P, et P est générateur dans la translation dans l'espace des X. OK? Je efface ça. Je ne vais pas faire tous les calculs, mais je vous donne le principe. Donc, maintenant, ce qu'on voudrait, c'est appliquer ça, puis ça, ou ça, puis ça, ou... En fait,
voilà, comment on fait? Alors, il y a la formule de Glauber qui dit ceci. Donc P et X ne commutent pas, c'est entendu. Mais nous, on veut faire ça fois ça. Donc on veut E puissance un truc fois E puissance un autre truc. Alors la formule de Glauber, je vous la donne. Vous pouvez la vérifier, c'est très simple, hein, c'est algébrique, mais ça dit que E puissance 1, l'opérateur A, fois E puissance B, donc on est bien dans ce cas-là, hein, on a une exponentielle d'opérateur fois l'exponentielle d'une autre opérateur. Ça, évidemment, si A et B commutent, ça fait ça. Ça se comporte comme des nombres, hein, c'est algébriquement. Hein, vous vous rappelez la définition de l'exponentielle d'un opérateur. Par définition, c'est somme des A puissance n, l'opérateur A appliqué n fois divisé par racine de n. Hein, donc, voilà. Donc algébriquement, si A et B commutent, évidemment, ça donne ça. Mais s'ils ne commutent pas, aïe. Alors s'ils ne commutent pas, mais que chacun commute avec le commutateur, donc si A commute avec le commutateur de A et de B, et B commute avec le commutateur de A et de B, alors la formule de Glauber nous dit que ça donne E puissance le commutateur de A et de B sur 2 fois ce qu'on aurait si ça commutait. C'est assez élégant. Il se trouve que c'est vrai, enfin ça se vérifie, il suffit de le faire. Mais vous voyez qu'il y a une restriction, hein, c'est que on n'impose pas que A et B commutent. Si A et B commutent, ok, donc ça fait E puissance 0, enfin E puissance, 0, donc ça fait l'identité, ça marche, ça fait ce qu'il faut. Donc on n'impose pas que A et B commutent, mais on veut que leur commutateur commute avec A et B. Sinon, ça, c'est pas vrai. Donc on peut montrer que si ça, alors ça. Okay, on l'admet, amusez-vous à le faire si vous voulez. Et l'intérêt de ça, c'est que dans le cas de X et de P, les cas qui nous intéressent, X ne commute pas avec P, mais le commutateur de X et de P, c'est l'identité, enfin c'est H bar, enfin I H bar. Et évidemment, du coup, ça commute avec tout, en particulier avec X et P. Donc pour X et P, ça c'est vérifié. X commute avec le commutateur de X et P, qui est l'identité, à un facteur près, et P aussi. Donc c'est vrai pour X et P, et donc alors allons-y. Donc on a T, alors TP1 quand je vais noter? Oui. Ouais, j'ai noté pour être vraiment explicite. Ça, c'est la translation dans X, c'est pas le même opérateur, hein, c'est la translation dans l'espace des X de la valeur, de la grandeur, enfin, d'une valeur X1, et ça, c'est la translation dans l'espace des P d'une grandeur P1. Donc, T de P1 dans l'espace des P, T de X1 dans l'espace des X, ça, c'est E puissance IP1X sur H bar fois E puissance moins I X1P sur H bar. J'ai juste écrit, reporté l'expression. Et ça fait E puissance. Alors le premier terme ici, donc j'ai IP1 fois moins IX1, ça fait P1X1 sur 2 H bar carré, mais fois le commutateur de X et de P, c'est-à-dire I H bar. Donc fois I est divisé par H bar. OK? Ça, c'est le premier terme, c'est ça? Yes?
fois maintenant E puissance de ça plus ça, maintenant, tout bête. Comme si ça commutait. Donc E puissance I sur H bar, P1X moins X1P. C'est pas beau, ça? Parce que vous voyez, maintenant, si je l'avais fait dans l'autre sens, donc là, j'ai d'abord translaté dans X, puis sur X, puis translaté sur P. J'obtiens ça. Si je fais le contraire, si je translate sur P, puis sur X, ça ne commute pas, c'est pas tout à fait pareil, mais cette partie-là sera la même. Enfin, je voulais... Enfin, du coup, E puissance B fois E puissance A, c'est toujours ça, et sauf ici, au lieu que ce soit E puissance A, commutateur de A et de B sur 2, c'est commutateur de moins... Enfin, de B et de A. Donc c'est juste la phase opposée. On s'en fiche, c'est juste une phase. Ça ne change rien, en fait. Donc on n'obtient pas le même état si on passe par l'autre côté. On obtient le même état physique. Enfin, on n'obtient pas le même vecteur, mais juste un vecteur à une phase pi près, la phase opposée. Donc c'est le même état physique. Donc on s'en fiche. Je pars de l'un ou de l'autre, ils sont multiples l'un de l'autre. Donc en fait, je peux le faire. C'est ça la clé. Et je peux le faire, et voilà le résultat. Donc je sais que si j'applique cet opérateur-là, en fait, je peux appliquer tout cet opérateur-là avec la phase ici, qui est juste une phase. Si j'avais fait dans l'autre sens, ce serait la phase opposée. Bon, d'accord. Ça, je peux l'appeler, en fait, l'opérateur de déplacement dans l'espace des phases. Donc, je vais noter... donc je vais réécrire ça sous une forme encore plus agréable. Donc ça, c'est E puissance I, donc P1 X1 sur 2, ok, ça c'est la phase qui est venue du fait de la non-commutation des opérateurs, mais de leur commutation avec leur commutateur, fois, donc, cet opérateur-là, que je vais noter D de Z, en définissant D de Z comme étant... Ah, non, je suis allé un tout petit peu trop vite. Excusez-moi, un tout petit peu trop vite. Pas encore, mais presque. Je vais mettre les A et les A croix là-dedans. Donc, je vous rappelle que X, c'est A plus A croix sur racine de 2, et que P, c'est A moins A croix sur racine de 2i. OK? Donc si je continue ça, ça fait toujours la phase en question. E puissance I sur H bar. Donc je vais mettre les A et les A croix ensemble. D'accord? Alors ça, je peux même faire moins I fois ça, c'est pareil. D'accord? C'est bien ça, hein, c'est pas... Oui, c'est ça. Hein. Vous avez devant les yeux l'expression de A et A croix, là, pour vérifier ça vite fait. Oui, c'est ça. Alors, avec un x0 par ailleurs. Hein. Enfin, ça, c'est x sur x0, et ça, c'est p sur p0. On verra les dimensions après. OK, donc... là, j'ai P1 fois ça, moins X1 fois ça. Donc, sur les A, ça me donne P1, je vais mettre le racine de 2 ici, ça me donne, ça me donne P1 plus IX1, sur racine de 2, A, et il y a le I là, oui, il ne faut pas oublier le I là, donc en fait ça me fait... Je compte sur vous pour corriger... Donc, j'essaie juste d'écrire ça en termes des A et A croix. Donc j'ai un
IP1 et j'ai un I fois, donc j'ai moins I fois moins I, donc ça fait moins X1 moins IP1 A sur racine de 2 H bar. Plus, alors sur des A croix, j'ai un IP1 j'ai un IP1 et celui-là, il me donne, sur le A croix ici, j'ai un I. Et donc là, j'ai un moins I fois I. Moins I fois I, ça fait 1. Donc plus X1. A croix. Sur racine de 2 H bar. Donc si je ne me suis pas trompé, ça fait E puissance I P1 X1 sur 2 H bar, facteur de E puissance. Alors regardez bien. Ça c'est X1 plus IP1 A croix. Oui. Là, pour l'instant, ça va, puisque j'ai... Ah, si, si, vous avez raison. Ouais, d'accord. Bonne idée. Oui, il manque les P0 et les... C'est ça. OK. OK, donc je donne juste le résultat. Bonne idée. Vous vérifierez. Ça donne donc Z tilde, mais en fait, ouais, ça marchait. Alors, Z tilde A croix moins Z étoile tilde A, et je vais évidemment définir ce que c'est que Z ici, et Z, donc Z tilde, c'est X tilde plus IP tilde sur racine de 2. Voilà. Yes. Bon, si on avait fait, voilà, enfin, faites-le sur votre feuille, c'est comme en relativité l'autre jour, c'est impossible à faire au tableau. Voilà, on trouve ça, c'est complètement trivial. J'ai juste écrit les X et les P en fonction des A et des A croix, je regroupe, et je vois que ça, c'est égal à ça. Alors, si j'avais pris dans l'autre sens, ben, j'aurais exactement pareil ici, ça c'est juste une somme, et ici j'aurais la phase opposée. Mais le point clé, c'est que ce Z-là, vous voyez que c'est le point qui représente le centre de la gaussienne dans l'espace des phases. C'est X1 plus IP1. C'est ce point-là. Waouh! OK? Donc finalement, je peux écrire que T dans l'espace des P de T1 fois T dans l'espace des X, donc translation dans l'espace des X d'une valeur X1, c'est une phase, merci Glauber, fois l'opérateur que je vais noter, opérateur déplacement de Z. Ça s'appelle l'opérateur déplacement dans l'espace des phases. Donc c'est exactement comme cet opérateur de translation dans l'espace des X, opérateur de translation dans l'espace des P, opérateur de translation dans l'espace complexe, enfin dans l'espace des phases, X et P. Et je me déplace pour me mettre n'importe où dans cet espace. Okay, et comment s'écrit cet opérateur? Bien justement, c'est E puissance Z A croix
moins Z étoile, le complexe conjugué, X moins IP, on le voit là-haut, hein, on y était en fait. Hein. Voilà. Avec donc Z qui vaut ça. Eh bien, on a fini. Je ne sais pas quelle heure il est d'ailleurs. Je pense qu'on va peut-être... Ah oui, bon, bah, d'accord, on fera. Mais on a juste, vous me donnez les 5 minutes qui restent. J'en ai besoin, mais ça va clore parfaitement. Donc, le point clé maintenant, c'est que la fonction, enfin l'état physique qui correspond à une gaussienne ici quelque part dans l'espace des phases, centré en x1, en p1, avec le sigma minimal qui était le x0 qu'on a déjà vu. Ça, c'est donc, cet état, c'est donc effectivement oui, bah, c'est ce que j'ai déjà dit, IP1, x1 sur racine de 2, d du z en question, appliqué à la gaussienne 0. Donc, je vais le noter comme ça. X0. Et ça, c'est notre état 0, l'état fondamental de l'oscillateur harmonique. Bah, c'est superbe parce que maintenant, donc si je note tout ça Z. Oui? Ouais. Non, c'est qu'en fait, quelqu'un m'a signalé à juste titre qu'il y avait un problème à nouveau d'adimensionnalité. En fait, le X, non, pardon. Non, pardon. J'ai voulu corriger la dimensionnalité. Non, en fait, oui, on a là, oui, d'accord. En fait, d'accord, X, c'est X0 fois ça, et P, c'est P0 fois ça. Du coup, en fait, là, il y a X0, et là, il y a P0. Non, c'est l'inverse. Là, il y a P0, et là, il y a X0, et du coup, ça rétablit la dimensionnalité. Bah, le H-bar, non, le H-bar, il est là dans l'opérateur de... Oui, parce que c'est un Z tilde ici. Donc, en fait, ça c'est X1 plus IP1 sur donc racine de 2 H-bar. Et H-bar, c'est X0 P0. Donc, là, non, parce qu'il est... Non, lui, il est bien sans dimension. J'ai mis le tilde, justement. En fait, lui, je suis obligé de le mettre en tilde, parce que si je lève... Enfin, eux, ils n'ont pas la même dimension, sinon. Bon, c'est... Enfin, j'ai été encouragé à court-circuiter le détail, mais vous avez raison, sinon on était parti pour 5 minutes de plus. Mais donc voilà, enfin, refaites-le, mais voilà. Donc, j'ai Z ici. Alors maintenant, on arrive à l'expression finale. Je vais vous le dire. Comment évolue... Donc, on a vu que ça, ce que j'appelle Z ici,
c'est celui-là, c'est le paquet d'ondes là. Maintenant, question, comment évolue-t-il? Alors, eh bien, on sait comment il évolue. Il évolue avec l'opérateur unitaire formé sur le hamiltonien. Donc, évolution. C'est un deuxièmement, je ne sais pas quoi. Enfin, c'est déjà sans doute un troisièmement, j'aurais déjà dû... Le deuxièmement, c'était les translations dans l'espace des phases. On va appeler ça deuxièmement translation dans l'espace des phases, ce qu'on a vu. Troisièmement, évolution. Eh bien, vous avez n'importe quel état psi évolue, donc psi à l'instant... psi à l'instant t, c'est l'opérateur d'évolution qui fait passer de l'instant 0 à l'instant t appliqué à psi de 0. Ça, c'est vrai, quel que soit l'état. Et c'est quoi ça? Ben, c'est E puissance moins I H T sur H bar. Par définition. Et dans notre cas, H il vaut ce qu'il vaut, je court-circuite pour pas perdre du temps. Et je vous affirme, sans le démontrer, que si vous partez de Z0, donc d'un certain endroit, l'état Z0, donc vous vous rappelez, j'ai défini l'état Z comme la gaussienne centrée au point Z dans l'espace des phases. Si je pars de là, donc cet état il est parfaitement bien défini, hein, c'est celui-là, c'est ça appliqué à 0, d'accord? J'ai l'état 0, c'est ma gaussienne de référence, l'état fondamental. Je lui applique l'opérateur de déplacement, mais qui est parfaitement bien déterminé en fonction des A et des A croix. Je sais comment agissent les A et les A croix sur les zéros, donc c'est très facile, je le fais et j'appelle cet état Z. Donc ça veut dire que je pars du point Z dans l'espace des phases, j'ai fabriqué cet état initial, et maintenant je le laisse évoluer. Comment? Avec H. Et c'est facile à faire, puisque H, c'est aussi des A et des A croix. Hein. H, c'est N plus I sur 2 fois H bar oméga, et N, c'est A et A croix. Donc, j'ai que des A et des A croix et de l'identité. Je l'écris et je vous affirme que ça donne un nouvel état Z, c'est-à-dire ça donne à nouveau un de ces états-là, une gaussienne, une gaussienne centrée quelque part en X, centrée quelque part en P, et avec une dispersion minimale X0, qui n'a pas changé. Et où est centré le Z en question? À l'instant T, eh bien, je vous le donne en 1000, avec Z de T égale Z0 E puissance moins I oméga T. Et voilà le clou du spectacle. Quand on part d'une gaussienne minimale posée quelque part dans l'espace des phases, comme si on avait pris le ressort, on l'avait mis à telle extension et on lui donne telle vitesse initiale, condition initiale. Quand on fait ça, et qu'on laisse évoluer le système, par son opérateur d'évolution, qui dépend de son hamiltonien, qui est l'hamiltonien de l'oscillateur harmonique, eh bien, la gaussienne minimale reste une gaussienne minimale, et sa position dans l'espace des phases, le Z de T, évolue exactement comme ça. Or, ça, c'est quoi? Ben, ça, dans l'espace des phases, c'est un truc qui tourne comme ça, à la pulsation moins I oméga, à la pulsation moins oméga. Donc, c'est un truc qui décrit très exactement la trajectoire classique. Voilà. Et pour finir en exercice, je ne le fais pas, c'est promis, ça prend 2 secondes, mais je ne le fais pas. Vous pouvez vérifier avec bonheur que Z, alors Z, vous savez ce que c'est, l'état Z, vous savez ce que c'est, c'est ça appliqué à l'état 0. Donc vous pouvez le faire
Donc c'est E puissance Z tilde A croix à une phase près, hein, moins Z étoile A appliqué à 0. C'est ça en fait, hein, enfin avec la phase devant. C'est juste ça, d'accord? J'applique. Je fais la translation dans l'espace des phases à partir de l'état fondamental. Ça, vous pouvez le développer comme une série entière, d'accord? Vous allez voir que le A appliqué à 0, ça fait 0 à chaque fois. Donc à chaque fois que vous avez un A, 0. Et les A croix, ça vous fait passer au 1, au 2, au 3. Et donc, vous pouvez juste le calculer, ça prend 2 secondes. Et vous allez voir que Z, c'est simplement la somme des alors, je vous l'écris, je donne le résultat. C'est très très beau, ça vaut le coup de le voir. Voilà, ça vous donne somme des Z puissance n sur n factoriel, n, à une phase près. Ça veut dire que vous avez le développement sur la base des états propres. Donc, on a vraiment répondu à la question, quelle est la combinaison de vecteurs stationnaires des états propres du Hamiltonien qui correspond à un comportement classique? Eh bien, celle-là, très exactement celle-là. Si vous voulez à la position n, à la position z dans l'espace des phases, vous pouvez fabriquer n'importe quel état classique à la position z, le voilà. Et propriété magique, si vous appliquez A à Z, ça donne ZZ. Ça, c'est sublime. Cet état Z, cet état minimal classique correspondant à un oscillateur harmonique à la position Z dans l'espace des phases, il est vecteur propre de l'opérateur A, qui n'est pas un opérateur correspondant à une grandeur physique. Mais donc, c'est une autre façon de définir les états cohérents, c'est de chercher les vecteurs propres de l'opérateur annihilation ou en théorie quantique des champs. Vous pouvez vérifier, quand vous appliquez A à ça vous donne exactement Z fois lui-même. Bon, allez, je m'arrête là. On fera l'intrication la semaine prochaine.